Je vais commencer du coup par vous présenter très rapidement le Gérontopole des Pays de la Loire, mais du coup, nous, on est une association régionale, pour ceux qui ne nous connaissent pas, créée en 2010 à l'initiative donc du professeur Gilles Berru que vous avez en photo et des membres fondateurs, donc la région Pays de la Loire, la Chambre de commerce et d'industrie et les deux CHU Nantes et Angers. Donc aujourd'hui, on est sous la présidence du professeur Cédric Hanweiler et en fait, on fédère plus de 220 membres issus de secteurs publics, privés, académiques, associatifs. Voilà, et l'idée, nous, notre mission, c'est vraiment de transformer le vieillissement de la population en une opportunité de développement social, économique et territorial. Donc voilà, enfin, c'est une redite, mais du coup, on est à la fois un lieu de rencontre, on monte des projets, on est aussi un centre de ressources et d'expertise complémentaires. On s'organise autour de 5 axes de développement. Donc moi, je travaille à l'axe action territoriale, donc le territoire, mais on a aussi un axe recherche et développement, un axe formation et un axe développement économique et silver economy, et puis un axe plus transversal communication. Voilà un peu pour le Gérontopole. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi dans le chat ou à la fin de la présentation, mais nous, on couvre vraiment l'ensemble des 5 départements des Pays de la Loire et ça permet justement de mutualiser les expériences et valoriser l'initiative aussi locale de nos adhérents sur la région. Donc sur le sujet de l'habitat et du vieillissement, en fait, donc comme je vous disais en guise d'introduction, donc en Pays de la Loire, on a quand même un habitant sur 5 qui a plus de 65 ans, et cette proportion, elle atteindra un quart d'ici 2040. Donc en fait, vieillir dans de bonnes conditions, c'est un défi collectif, et l'idée, c'est de savoir comment on maintient le lien social, l'autonomie et le sentiment d'être chez soi. Voilà, et du coup, l'habitat en est une solution pour maintenir le maintien à domicile. Et donc, on va explorer un peu ensemble tous les constats et les initiatives et les pistes d'action sur la thématique habitat. Donc, l'idée, en fait, c'est de vous montrer que le logement, c'est un pilier du bien vieillir. Le lieu où on vit influence bien sûr directement l'autonomie, la santé et la sécurité et la qualité de vie des personnes âgées. Quand on pense l'habitat dans le contexte du vieillissement, c'est réfléchir à la fois au logement, au voisinage et à l'environnement social. Ça couvre en fait l'ensemble de ces 3 dimensions quand on parle d'habitat. Donc ça dépasse la notion de logement. Euh, et en fait, cette approche globale, elle permet de mieux comprendre les interactions entre habitat, bien-être et autonomie. Et donc là, je voulais vous faire une distinction justement entre la différence entre habiter et résider. Mais habiter, ce n'est pas seulement donc, résider quelque part, c'est investir donc un lieu, y développer des habitudes et y tisser des liens. Donc cette notion, elle est essentielle justement pour penser le vieillissement et le parcours résidentiel des personnes âgées, puisque habiter, c'est se sentir appartenir du coup à un environnement où on conserve à la fois sa liberté et ses repères. Et donc, sur la dimension du chez soi, puisqu'aujourd'hui, on veut tous vieillir chez soi, 95% de la population souhaite vieillir chez soi. Donc, en fait, la notion de chez soi, c'est à la fois un espace de sécurité, d'intimité et de maîtrise de son temps, de son identité. Donc, ça permet justement de se construire aussi en tant que citoyen et dans son rapport aux autres et à l'environnement. Et l'idée avec l'habitat, c'est de préserver ce sentiment dans les nouvelles formes d'habitat qui existent aujourd'hui. C'est essentiel pour le bien vieillir, notamment en adaptant donc les logements, mais aussi en favorisant les relations de proximité. Là, je voulais vous évoquer rapidement les déterminants de santé. Donc, en fait, l'habitat, comme je vous disais, a un impact aussi sur notre santé et notre autonomie, puisque quand on regarde ce qui détermine notre santé, finalement, c'est 25% les facteurs environnementaux et aussi nos comportements individuels, donc nos habitudes de vie. En fait, finalement, le système de soins, le patrimoine génétique, ça représente que 20%, et le reste, c'est bien sûr 45% aussi les facteurs socio-économiques, c'est l'accès à l'emploi, l'éducation, les revenus, l'accès à la culture. Donc, tous ces éléments, en fait, déterminent aussi notre santé. Donc, c'est pour ça que je souhaitais aussi vous faire un focus là-dessus très rapide. Mais dans l'idée, donc adapter les logements permet justement aussi, donc, par exemple, de maintenir notre autonomie dans le logement, prévenir les chutes, réduire l'isolement et améliorer aussi la qualité de vie. Et donc, notamment, par exemple, là, je vous ai mis un exemple de schéma pour l'autonomie, mais du coup, c'est des défis qui sont pris en compte pour maintenir l'autonomie des personnes dans leur logement, donc aussi bien les personnes en situation de handicap que des personnes âgées.
Mais l'idée, par exemple, là, c'est un extrait de schéma de l'autonomie, c'est à la fois se sentir chez soi partout, être libre de choisir son lieu de vie, réussir les moments de transition de la vie entre voilà, tous les moments de vie, que ce soit l'emploi, l'enfance, le domicile, s'il y a une hospitalisation, que ces transitions soient bien vécues par les personnes. Euh, Vivre en tant que citoyen, entre accessibilité universelle et pouvoir d'agir. Et puis aussi prévenir la perte d'autonomie et soutenir aussi les aidants qui jouent un rôle important dans le maintien à domicile. Et bien sûr, changer aussi le regard sur le grand âge et le handicap dans notre société. Donc, dans les grands enjeux que j'ai pu identifier dans le cadre de mes missions au Gérontopole, sur la thématique de l'habitat, en fait, il y a l'enjeu à la fois, il y a trois leviers d'action principaux pour, euh, pour l'habitat des personnes âgées. C'est à la fois donc la question de l'adaptation du logement. Finalement, quels aménagements sont possibles à mon domicile, quelles aides sont disponibles et quelles démarches à mettre en place du coup pour adapter mon logement. La question aussi d'accompagner et de fluidifier les parcours résidentiels, donc rester dans ce domicile actuel ou déménager vers un logement plus adapté. Finalement, quelles sont les questions à se poser quand on réfléchit son parcours résidentiel? Et puis aussi, notamment dans le parc social, aujourd'hui, il y a aussi prévenir la sous-occupation du parc social, mais aussi le parc privé, puisqu'il y a beaucoup de logements qui sont sous-occupés par des seniors. Et comment on accompagne justement cette réflexion pour favoriser une mobilité résidentielle et un lieu plus adapté à un lieu de vie, plus adapté à leurs besoins. Et bien sûr, tous ces défis, il y a l'enjeu aussi de faire de la prévention et de l'accompagnement des ménages dans leur choix, pour qu'ils restent acteurs justement de cette décision et qu'ils ne subissent pas justement ce déménagement ou cette adaptation du logement. Donc là, je voulais faire deux focus sur les défis que je vous ai nommés, mais du coup, il y a donc adapter le logement, quelle solution? Donc c'est à la fois adapter pour favoriser l'autonomie, sécuriser les déplacements, notamment en réaménageant les pièces clés, en désencombrant les espaces de vie et aussi en adaptant par exemple sa salle de bain. Le plus connu, c'est remplacer sa baignoire par une douche, mettre des barres d'appui et puis aussi faciliter l'accès aux équipements. Il y a aussi l'idée d'intégrer des solutions technologiques comme solutions potentielles comme la domotique, la téléassistance qui peuvent compléter ces aménagements. Et après, je vous ai mis aussi donc les aides financières disponibles aujourd'hui avec l'ANA, les caisses de retraite, les collectivités et les bailleurs sociaux aussi qui peuvent être leviers dans les aides qui existent aujourd'hui. Et bien sûr, toutes ces réflexions et ces solutions, elles doivent être accompagnées par des professionnels dans la démarche. Donc, il y a des ergothérapeutes ou des structures habitat qui peuvent accompagner pour garantir la pertinence des travaux et le fait que ces travaux soient adaptés aux besoins réels des personnes. Après, sur le deuxième point que je vous avais nommé dans les défis, il y avait aussi l'idée de penser son parcours résidentiel. Parce que vieillir chez soi ou ailleurs nécessite une réflexion en amont. Plus on anticipe son parcours résidentiel, plus on réfléchit tôt, mieux ces transitions seront bien vécues. Donc là, je vous ai mis un peu une liste de questions importantes à se poser, que ça peut être à n'importe quel moment de sa vie, mais aussi quand on est personne âgée. Donc c'est ai-je envie de rester chez moi? Si oui, est-ce que mon domicile il est adapté? Si ce n'est pas le cas, quel aménagement faudrait-il y apporter? Si j'envisage de changer de logement, est-ce que j'ai envie de vivre seule ou avec d'autres personnes? Est-ce que j'envisage de partager mon logement entier ou seulement des espaces communs? Est-ce que je souhaite vivre avec d'autres seniors ou avec d'autres générations? Et aussi, quel est mon budget? Puisqu'il y a l'enjeu aussi de l'accessibilité financière de ces nouveaux modèles d'habitat. Donc, il faut aussi réfléchir en amont à son budget. Mais du coup, l'idée d'anticiper, ça permet d'éviter justement ces ruptures et de conserver le choix dans son parcours résidentiel. Donc voilà un peu sur ces éléments. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions dans le chat. Émilie, dis-moi s'il y en a qui veulent poser des questions à ce moment-là, ou sinon je continue. Excuse-moi, Mélodie, je parlais en ayant coupé mon micro. Non, on n'a pas encore de questions dans le chat. Je suis désolée parce que du coup, en effet, tu dois entendre des bruits. C'est Monsieur Trivière qui a des problèmes de connexion, donc il va se déconnecter et se reconnecter parce qu'en fait, c'est Ok. étonnant, son micro n'arrête pas de se mettre en marche.
Mais par contre, il n'a pas le son chez nous. Ok, Donc, je te dis, je guette la conversation et je te préviens s'il y a des questions. ok, pas de souci. Donc là, l'idée, c'est de vous donner un peu quelques éléments et quelques chiffres clés sur le vieillissement de la population et de l'habitat. Mais du coup, avec tout ce que je vous ai évoqué en introduction, en fait, quand on regarde les chiffres aujourd'hui, la majorité des personnes âgées vieillissent dans de bonnes conditions d'autonomie. En 2020, seulement 8% des plus de 60 ans sont dépendants pour les gestes de la vie quotidienne. Et pour les plus de 85 ans, c'est une personne sur cinq. 20%. Donc en fait, bah voilà, on peut vieillir en autonomie si enfin, son logement est adapté. On peut rester vieillir chez soi jusqu'à la fin, puisque finalement, ça concerne cette perte d'autonomie, pardon, seulement 8% des plus de 60 ans. Et finalement, vivre en institution est très rare avant 80 ans. En 2018, à cet âge, il y a seulement 96% des personnes qui, enfin, il y a justement 96% pardon, des personnes qui habitent à domicile chez elles ou chez un proche. Et au-delà de 80 ans, la part des personnes vivant à domicile, elle décroît lentement avec l'âge. Donc à 90 ans, il y a encore quand même 79% des personnes qui résident à domicile. Donc voilà, d'où l'enjeu du maintien à domicile et de l'habitat et de réfléchir à un habitat adapté. Donc, quand on regarde justement le vieillissement en Pays de la Loire, quelles caractéristiques? Donc, aujourd'hui, c'est un chiffre que je vous ai déjà donné en introduction, mais il y a un habitant sur cinq qui a plus de 65 ans et ce chiffre, bien sûr, va augmenter avec la transition démographique et l'arrivée des baby-boomers à l'âge de la retraite. Donc, aujourd'hui, il y a un habitant sur cinq et c'est 27% d'ici 2040. Donc, entre 2018 et 2030, le nombre de personnes âgées de plus de 80 ans, et c'est ce chiffre-là qui a le plus doublé. Donc, c'est les 80 ans et plus ont doublé, enfin vont doubler, pardon, d'ici 2030. Et 83% du coup des personnes âgées de plus de 80 ans ne présentent, enfin là c'est des chiffres que je vous avais déjà donnés, mais du coup ne présentent pas de dépendance pour les activités de la vie quotidienne. Et parmi celles qui en souffrent, finalement la durée moyenne, quand on regarde la durée moyenne de cette dépendance, c'est 18 mois. Donc on peut perdre son autonomie un temps suite à une hospitalisation, suite à une chute, mais finalement cette durée de dépendance, elle est d'environ 18 mois. Donc d'où l'importance de penser son habitat et ses moments de transition. S'il y a une hospitalisation, finalement, comment s'organise aussi le retour à domicile. Il n'y a pas forcément tout de suite le déménagement dans une structure type EHPAD. Voilà. Là, du coup, j'ai regardé un peu les caractéristiques des résidences principales en Pays de la Loire des plus de 65 ans. Donc, en fait, aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, en Pays de la Loire, il y a quand même 83,4% qui sont propriétaires de leur logement. 83,5% vivent en maison et 7,5% sont locataires HLM. Donc, ce chiffre, il va augmenter parce qu'on observe aussi une augmentation de la précarité des seniors dans les années à venir. Donc, il y a aussi suite à des cohabitations, des séparations à l'âge de la retraite, il y a de plus en plus de femmes qui se tournent vers le locatif social, surtout en milieu urbain. Et donc, presque 40% habitent dans des logements de plus de 100 mètres carrés. Donc, c'était aussi l'idée de dire qu'il y a beaucoup de sous-occupation dans le logement. Et j'ai regardé un peu, du coup, les seniors aussi dans les quartiers prioritaires. Euh, enfin, aujourd'hui, il y a aussi un vieillissement de la population dans les quartiers prioritaires, même si c'est moins marqué qu'à l'échelle de la région Pays de la Loire. Mais la part des plus de 60 ans y est de 23% et il augmente plus rapidement que la moyenne nationale. Donc ces territoires, ils sont souvent marqués justement par de la précarité énergétique et aussi des enjeux de suroccupation pour des familles, mais du coup, et le manque d'adaptation des logements. Donc voilà, il faut aussi intégrer ces questions dans les politiques de la ville, du vieillissement justement en quartier prioritaire de la ville. Et quand on regarde justement aussi l'ancienneté dans le logement, donc là, je vous ai mis les 75 ans et plus. 75 ans, c'est les premiers signes de perte d'autonomie, où apparaissent en moyenne les premiers signes de perte d'autonomie. Donc, quand on regarde à 75 ans et plus, il y a quand même plus de 60% des 75 ans et plus qui sont dans leur logement depuis plus de 20 ans. Donc, d'où cet enjeu d'accompagner le parcours résidentiel, d'accompagner dans les démarches, à la réflexion pour pas que s'il y a une rupture dans le parcours, ça soit subi par la personne elle-même.
Et quand on regarde aussi sur les enjeux d'adaptation du logement et de rénovation, par exemple, énergétique, dans les logements des 75 ans et plus, il y a quand même énormément de personnes qui ont leur logement qui a été construit entre 1946 et 1990, où les logements, justement, n'avaient pas les mêmes normes en termes d'adaptation et de rénovation énergétique. Et du coup, là, le dernier point que je voulais évoquer dans les chiffres, c'était aussi la question de l'isolement. Donc, quand on regarde les chiffres aussi pour les personnes qui vivent seules, quand on a 80 ans, on a quand même presque 80% de la population qui vit seule. Et quand on regarde les 65 ans et plus, ça concerne plus de 70% des personnes qui vivent seules. Donc, il y a aussi des enjeux de lutter contre l'isolement à travers aussi l'habitat. Et plus son habitat est inséré dans son territoire et nous permet de maintenir notre lien social, plus on va lutter justement contre cet isolement social. Et en fait, quand on regarde justement entre 2015 et 2021, le nombre de personnes de plus de 75 ans vivant seules est passé justement de 130 000 à 140 000 dans la région. Donc, il y a énormément d'enjeux aussi de proximité avec les aidants potentiels, puisque quand on vit seul, enfin voilà, on a aussi besoin d'avoir des relais à domicile en cas de problématiques de santé ou même d'accompagnement dans les démarches administratives. Et on observe aussi que les aidants sont de plus en plus éloignés géographiquement. Donc voilà, c'est aussi des choses qu'il faut aller regarder. Et justement, ce phénomène, il touche majoritairement les femmes. Donc ça accentue aussi les risques d'isolement social et de perte d'autonomie. Donc, tous ces chiffres, justement, c'était pour montrer la nécessité de proposer des formes d'habitat collectif et solidaire, à la fois pour maintenir l'autonomie, mais aussi pour lutter contre l'isolement et faire en sorte que quand on avance en âge, on reste autonome et citoyen. Donc voilà, je voulais donc vous donner des éléments sur c'est quoi un projet aujourd'hui d'habitat alternatif. Aujourd'hui, on parle d'habitat alternatif entre le domicile historique et l'établissement médico-social. Donc en fait, l'habitat alternatif, ça désigne une autre manière d'habiter. Donc aujourd'hui, vous entendez énormément de termes, que ce soit résidence service senior, résidence autonomie, béguinage, habitat inclusif. Cohabitation intergénérationnelle, habitat participatif. Et en fait, c'est une diversité de chez soi puisque les personnes restent chez elles et sont autonomes. Enfin voilà, l'idée c'est aussi de maintenir leur sentiment de sécurité et d'intimité. Donc, ces habitats-là, c'est à la fois pour des personnes en situation de handicap, mais aussi pour des personnes âgées. Et en fait, les projets varient en fonction de la place des personnes dans l'élaboration du projet, de la diversité de services et ou accompagnement à disposition dans l'habitat, et aussi la répartition entre les espaces collectifs et individuels et les questions d'adaptation du logement. Donc l'idée, c'est vraiment d'offrir plus de choix puisqu'on a une diversité de besoins et d'envies. Voilà, on va pas tous, il n'y a pas une solution unique. Donc l'idée, c'est que ça reste souple et qu'on puisse offrir le champ des possibles quand on vieillit pour répondre aux besoins d'autonomie, de sécurité et de lien social. Donc aujourd'hui, il y a la loi a reconnu l'habitat inclusif. Là, je vous ai mis un extrait justement du rapport de Denis Pifto. L'idée, c'était de vous montrer que l'habitat inclusif, selon la mission Pifto-Wolfram, c'était de permettre de vivre chez soi sans être seul. C'est un habitat donc accompagné, partagé et inséré dans la vie locale. Et en fait, il y a une aide qui est disponible pour l'aide à la vie partagée avec toute une réflexion sur une charte du vivre ensemble et d'imaginer justement son projet de vie en communauté. Donc justement, ça représente une alternative entre le domicile classique et l'établissement médico-social. Au-delà de la politique sociale, il s'agit justement vraiment d'un projet de société. C'est ce que je vous mettais dans le dernier extrait. C'est pas seulement une politique sociale du grand âge ou du handicap, ni même une politique de l'habitat, c'est un projet de société. Donc voilà, après, je vous les ai nommés, mais du coup, il y a énormément d'autres formes d'habitat alternatif. Voilà, aujourd'hui, il y a des logements sociaux qui sont fléchés seniors et qui sont réellement adaptés à la perte d'autonomie. Il y a les villages retraites dans des territoires plutôt ruraux où on a des petites maisons de plein pied
dans un quartier pour des personnes en situation de handicap ou personnes âgées. Les résidences services ou résidences seniors, les domiciles services qui permettent justement de rester à domicile tout en bénéficiant des aides d'aide médico-sociale, l'habitat inclusif que je vous ai présenté dans la slide juste avant, la résidence autonomie qui s'appelait anciennement les foyers logements, qui a changé de nom, le béguinage qui est plus sur une volonté de solidarité et du vivre ensemble, où il y a vraiment un axe plus poussé là-dessus. Les cohabitations intergénérationnelles, où c'est l'idée de mettre à disposition, par exemple, un logement sous-occupé à un jeune actif ou à une autre personne, en échange justement de petits services. Et puis le fait aussi de ne plus être seul dans son logement, ça permet justement à des jeunes de se loger ou à des jeunes actifs aussi de se loger en échange de liens sociaux. L'accueil familial et puis l'habitat participatif qui est également comment dire, encadré par la loi. Et du coup, je vois le temps. Je vais très très vite, en fait, je me rends compte. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il y avait une question, Mélodie, mais qui était plus sur la première partie. Voilà, quand Ok. tu parlais de l'adaptation des logements, il y avait Madame Koulibaly qui posait une question. Après, enfin, voilà, je te laisse y répondre si tu peux. Elle notait dans le chat que lorsqu'on habite en logement social, c'est impossible de remplacer une baignoire par une Mm. douche. Et elle demandait comment faire. Alors, justement, souvent, il faut se rapprocher de son bailleur social. Il y a des nouveaux métiers qui commencent à arriver, justement, qui accompagnent à l'adaptation. Mais comme je vous le disais, les démarches sont très longues. Donc, entre le moment où on identifie le besoin et le moment où l'adaptation se fait, souvent, il y a énormément de temps. Donc, voilà, il faut se rapprocher aussi des organismes et potentiellement aussi le bailleur peut réorienter vers un logement plus adapté dans l'attribution des logements. Mais là-dessus, oui, on est encore au début et c'est très complexe à mettre en place. J'ai vu une main levée, Euh, mais je ne sais pas. oui, alors je ne sais pas si c'est en réponse ou en Oui, soutien justement à la réponse à apporter. Oui, je vous laisse la oui. parole. J'avais juste par rapport à votre propos, donc Morgane Lebrec, responsable de l'équipe d'appui Centre Mayenne à Laval. Donc Oui. justement, il y a des ergothérapeutes au sein des équipes d'appui. Donc les équipes d'appui, ce sont des équipes qui sont mises en place sur la région depuis une dizaine d'années maintenant. Et donc l'ARS finance ces équipes. Et notamment, il y a des conférences, enfin des commissions des financeurs aussi qui peuvent apporter du soutien financier sur ces équipes-là. Et donc, les ergothérapeutes peuvent intervenir du coup gratuitement auprès des Mm. personnes âgées de plus de 60 ans. Donc, pour les personnes qui veulent adapter même si c'est dans le cadre d'un logement social, c'est tout à fait possible. Nous, on travaille beaucoup sur Laval et Laval Agglomération avec les bailleurs sociaux pour l'adaptation, sachant qu'il y a un argumentaire Mm. d'ergothérapeute qui justifie la demande de l'usager. Merci beaucoup pour cet éclairage. Il y a d'autres personnes qui souhaitent aussi. Pardon, Et allez-y. vous vouliez dire quelque chose d'autre, Oui, une Madame deuxième chose Lebrec? sur l'AVP, l'aide à la vie partagée. Mm. Justement, nous en Mayenne, on avait déposé un dossier au niveau du CCS et je sais qu'il y avait un petit stand-by là, du coup, dans Mm. la liste des dossiers qui était lié à une réflexion nationale. Mm. Est-ce que du coup, il y a des éléments nouveaux là-dessus? Ça devait être relancé. On a... Justement, là, en conclusion, je vous ai mis des éléments du dernier rapport de la CNSA, justement, qui donne des éléments sur comment relancer aussi l'AVP, puisque ça a été un peu gelé là cette année dans les attributions dans les différents départements. Donc, on n'a pas forcément de... c'est dans le Il cadre... va y avoir des pistes d'action, je pense, et des réflexions justement aussi dans le cadre des services départementaux de l'autonomie là, qui sont en train de se mettre en place aussi. Je pense qu'il va y avoir des nouvelles choses qui vont sortir pour 2026. Mais je pense que là, ils sont encore enfin, on n'a pas tous les éléments encore, on va dire. D'accord. Madame Robillon qui souhaitait poser ou intervenir.
C'était plus en complément. Bonjour, merci pour ces premiers éléments de cadrage. En complément sur l'impossibilité de procéder au remplacement d'une baignoire par une douche dans un T4 chez les bailleurs sociaux, donc Nantes Métropole Mm, Habitat, je prends la parole pour Nantes Métropole Habitat. Il n'y a pas d'impossibilité à faire. Maintenant, ce qui vient être apprécié, c'est en lien avec une équipe effectivement d'ergothérapeutes, à savoir si ça correspond aux besoins. Après, là, quand on est sur la démarche du vieillissement, mm, les enjeux qui se posent pour le monde HLM et de répondre aussi à la demande telle qu'elle est exprimée sur le territoire. mm, mm, Et effectivement, venir répondre à un besoin d'adaptation en lien avec le vieillissement sur une typologie de logement qui répond à un public mm, mm, en famille va nous poser des questions d'arbitrage. mm, mm. Donc, on peut accéder parfois à ces demandes de remplacer la baignoire par une douche dans un T4 pour des besoins de handicap en lien avec une famille. En revanche, on essaye plutôt de développer une offre de logement sur des plus petites typologies qui présentent toutes les adaptations nécessaires au public dans le cadre de son vieillissement. Juste sur les données de cadrage, moi j'avais peut-être une petite question aussi sur est-ce qu'il Oui. existe des études recensant les besoins exprimés par les personnes concernées. Effectivement, on développe de plus en plus d'offres qui ramènent au collectif parce que la situation d'isolement, on l'observe et vous Mm, l'avez mm. parfaitement exprimé, nous ça fait partie des réalités qu'on observe au quotidien. Maintenant, j'interroge aussi comment les personnes prévoient ce parcours-là, enfin, et quelles sont leurs aspirations, parce que le vivre en collectif Mm, sous mm. différentes mesures, enfin sous toutes les formes que ça peut prendre, on est parfois confronté à une offre qui émerge et qui rencontre pas son public. Donc je pense qu'il Mm, faut, mm. on a besoin d'être alimenté, nous les acteurs en tout cas, sur quel est le besoin vraiment exprimé par les personnes concernées pour mettre en face les réponses les plus adaptées. Alors, il y a des études, mais du coup, à l'échelle de la région Pays de la Loire, il n'y a pas encore eu d'études régionales. Il y en a, du coup, qui ont été réalisées par l'association API, du coup, qui accompagne les enjeux d'habitat inclusif à l'échelle nationale. Il y a une mesure d'impact qui a été faite. Et il y a aussi, du coup, au Gérontopole Aura, donc Auvergne-Rhône-Alpes, qui a fait une étude Habit Innove. Et justement, ils sont confrontés comment dire, les besoins des personnes qui ont emménagé dans ces lieux et les porteurs de projets. Et on voit justement un décalage entre les motivations du porteur et les motivations de l'habitant. Aujourd'hui, nous, on est beaucoup sollicités, nous, au Gérontopole, sur la question de l'habitat. On animait depuis 3 ans un Collabinov Habitat Alternatif où l'idée, justement, c'était d'alimenter les réflexions sur les enjeux d'habitat et du vieillissement. Euh, il n'y a pas eu d'études puisque c'était vraiment un échange et les adhérents présentaient un projet, il y avait des financeurs, il y avait des études qui étaient présentées, mais les conclusions justement étaient le fait que bah, aujourd'hui, ces solutions-là ont du mal à remplir auprès des personnes âgées puisqu'on est sur des générations encore où le collectif, c'est compliqué. Ils ont vécu enfin, vous avez bien vu les chiffres, ils vivent encore beaucoup en maison individuelle. Donc, c'est tout un travail d'accompagnement pour les amener vers du collectif, vers du vivre ensemble, et même ceux qui habitent du coup dans des colocations entre seniors. Voilà, il y a besoin aussi d'avoir cette animatrice pour maintenir le vivre ensemble, régler les conflits, etc. Donc aujourd'hui, il y a très peu de recul justement sur ces formes d'habitat qui finalement sont très très récentes. Donc voilà, mais c'est dans nos objectifs justement sur 2026 d'aller identifier les besoins pour comprendre comment on peut accompagner le parcours résidentiel des personnes âgées, quelle que soit leur envie, que ce soit sur l'adaptation, que ce soit sur déménager vers un logement plus adapté, et aussi bah, accompagner dans les démarches administratives, puisque parfois, quand on vide sa maison, ça fait 20 ans qu'on y habite, il y a plein de freins potentiels aussi, donc. Mais il me semble qu'il serait intéressant, désolé, j'ai mon chat Mm, qui m'embête. Il me semble qu'il serait intéressant d'interroger aussi des cohortes qui ne sont pas encore confrontées en fait mm, à mm. une adaptation de leur logement, C'est ça. des personnes en âge de 50 ans, parce que vous dites effectivement c'est des générations qui ne sont pas forcément habituées au collectif. Moi, je ne sais pas si les générations futures Mm, mm, auront aussi cette appétence telle qu'on peut l'apercevoir aujourd'hui à un mm, âge de la vie. Est-ce que demain, les personnes qui aujourd'hui ne sont pas confrontées auront encore mm, mm. cette envie de vivre en collectif, du coup, de pouvoir aussi cibler ces personnes non Tout concernées à fait. encore.
En fait, dans la prévention, justement, et dans la réflexion, moi, c'est ce que je dis aujourd'hui, il faut plutôt cibler les jeunes seniors qui ne sont pas encore en perte, qui n'ont pas de problématiques de santé pour les aider à se projeter, puisque finalement, c'est un processus long, en fait. On ne décide pas du jour au lendemain de déménager, donc il faut justement pouvoir instaurer ce dialogue aussi bien dans les familles que auprès de ses proches pour dire, bah voilà, moi, je me projette plutôt vers ce type d'habitat. Et en fait, aujourd'hui, vous avez plusieurs associations qui existent et qui accompagnent des groupes d'habitants qui sont en réflexion, des groupes d'habitants, ils accompagnent sur une collectivité qui est en réflexion, par exemple, sur un projet d'habitat senior sur leur territoire. Alors, vous avez Habitage en Maine-et-Loire et Lokiora, du coup, en Loire-Atlantique. Mais il y a d'autres organismes, en fait, qui sont formés à ces ateliers-là, qui s'appellent Avancer en âge et penser son habitat de demain. Et l'idée, vraiment, c'est de créer cette réflexion. En fait, c'est un format sur 3 jours où l'idée, c'est premier jour, on identifie les besoins. Deuxième jour, on va visiter des logements qui correspondent aux besoins et aux aspirations de chacun. Donc, ça peut être des logements ou ça peut être juste, j'ai envie d'aménager mon logement. On va aller, par exemple, à Nantes, au Créat, qui montre des aides techniques, des adaptations possibles dans son logement. Et le troisième jour, c'est de se dire finalement quelles sont les conclusions, comment je me projette dans mon parcours résidentiel. Et souvent, ils refont un atelier 1 an après pour voir où en sont les personnes. Et des fois, ça n'a pas forcément d'effet direct sur la personne, mais par exemple, la personne dit moi, en fait, j'en ai échangé avec une amie, avec une telle personne. Et donc, en fait, elles sont un peu aussi, il y a un peu un effet de chaîne où ça inspire et ça ouvre des réflexions auprès de leurs proches. Donc c'est intéressant ces ateliers-là et donc ils sont de plus en plus proposés dans les collectivités ou même les caisses de retraite peuvent proposer ça aussi à leurs pas administrateurs, c'est pas ça que je voulais dire, mais aux personnes qui les accompagnent, etc. Donc, il y a beaucoup d'initiatives de ce type pour engager la réflexion qui émerge du coup sur les territoires et qui sont proposées par les CCAS, par les CLIC, par les collectivités qui justement commencent à générer ces réflexions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ouais, j'avais une question dans le chat, Mélodie, si tu veux bien la prendre. C'est M. Guilbeault qui pose la question. Est-ce que tu peux repréciser la différence entre l'habitat inclusif et le béguinage? Et alors après, tu me diras si l'acronyme, moi je ne l'ai pas parce que ce n'est pas mon domaine, mais est-ce que cela concerne uniquement le PVSP? Est-ce que tu peux dire ce que c'est que le PVSP? Parce que pour moi, ça m'est inconnu. Ça ne me parle pas tout de suite non plus, mais... Alors, est-ce que M. Guilbeault, vous pouvez nous dire en quoi ça consiste? Et si tu peux repréciser du coup la différence entre... Ah oui, projet de vie sociale et partagée, oui. Alors en fait, oui, dans les... alors, l'habitat inclusif, en fait, c'est ceux justement qui bénéficient de cette fameuse aide à la vie partagée pour financer du coup un animateur ou un coordinateur à la vie partagée. Aujourd'hui, dans les exemples que je vous ai donnés, béguinage, par exemple, il y a des béguinages qui bénéficient de cette aide à la vie partagée. Les béguinages, par exemple, en fait, c'est plus une inspiration issue des bonnes sœurs, par exemple, qui vivaient en béguine. Donc, c'est des exemples qu'on voit beaucoup en Belgique, aux Pays-Bas. Et du coup, ça a inspiré des associations, justement, comme Vivre en béguinage, et qui développent différents projets, du coup, de béguinage. Donc, ça peut être aussi bien En fait, à chaque fois, c'est organisé soit des petites maisons autour d'un lieu de vie, donc une maison qui est réhabilitée. Ça peut être des appartements avec du coup un espace mutualisé, un bâtiment mutualisé au milieu. Il y a plus cet aspect collectif qui est travaillé aussi dans l'architecture. Mais après, il y a plein d'autres exemples. Mais aujourd'hui, justement, en fait, il y a ceux qui sont financés dans la VP, mais il y a aussi tout un autre pan qui sont pas financés par la VP et on essaye aussi là d'être en réflexion pour ouvrir les réflexions et aller au-delà de l'habitat inclusif, puisqu'il y a plein de beaux projets qui émergent et qui ont des modèles économiques différents du coup. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il y a Laure, c'est
pas de partage d'emploi qui aimerait intervenir. Bonjour à tous. Je me permettais de prendre la parole. Donc, nous, on est une association qui s'est créée en 2023 pour monter un habitat partagé près du pays d'Ancenis. Et je rebondis justement sur la formation dont vous avez parlé, Mélodie. On l'a suivie avec Habitage et on souhaite aussi la mettre en place en Loire-Atlantique, mais Super. plutôt côté Est. Donc, on en est convaincus et on l'a vu sur le terrain que les gens qui suivaient vraiment cette formation cheminaient, comme vous l'avez dit. C'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. Donc, c'est des formations qui, je pense, doivent se développer et doivent être multipliées sur le territoire. Et en parallèle, justement, nous, on est plutôt sur le territoire rural et je voulais savoir, Mélodie, si vous aviez aussi des chiffres plutôt sur la différence entre les besoins aussi dans le rural et les besoins dans le milieu urbain. Et puis aussi des chiffres clés qui pourraient aussi nous permettre en fait dans nos rapports de soulever aussi ces besoins qui peuvent peut-être se ressentir en milieu rural un peu plus sur les questions d'isolement ou même d'avoir des maisons vraiment très grandes aussi qui ne sont plus adaptées, etc. Alors là, du coup, j'ai vraiment fait que les chiffres en Pays de la Loire, mais en fait, nous, le Gérontopole, on a développé un outil qui s'appelle Cartage, que je pourrais justement vous donner comme élément. Et en fait, ça permet justement d'avoir les chiffres en fonction des territoires que vous ciblez. Donc, sur où habitent les seniors sur votre territoire, on a des portraits de territoire. Et j'ajouterai justement, je vous ai mis une slide pour aller plus loin et je l'ajouterai dans la slide si Émilie, après, tu veux envoyer les ressources. Mais ça permet justement de zoomer. Là, je l'ai fait que à l'échelle des Pays de la Loire, mais oui, on a des profils hyper variés. Et donc, même dans les ressources du Gérontopole, on avait fait une étude sur le vieillissement un vieillissement en région Pays de la Loire avec une cartographie avec des profils justement comme vous nommez urbain, rural et les spécificités de chaque profil. C'est une étude qui est sortie en 2019 mais que vous pourrez retrouver sur le site du Gérontopole et qui donne justement ces portraits spécifiques et les enjeux en fonction où on habite, son histoire de vie sur la région Pays de la Loire. Super, merci beaucoup. Avant que tu continues, est-ce qu'on peut prendre une dernière intervention de Madame Lebrec, Mélodie? On peut prendre une dernière question si vous voulez. Et après, je conclue après avec mes petites slides. C'était par rapport à cette formation de projet de vie et dont parlait la personne juste avant. En Mayenne, est-ce qu'il y a un intervenant qui déploie cette formation? Parce que donc la ville de Laval est labellisée Amis des aînés et la dimension habitat est quand même importante à prendre en compte. Et donc, ce serait intéressant de pouvoir mener cette formation, surtout si certains l'ont déjà expérimenté et que ça apporte ses fruits. Alors, je crois pas avoir entendu. Peut-être le CA 72 commençait à s'intéresser à ce type d'animation, mais je ne sais pas encore s'ils ont été jusqu'au bout, ouais. D'accord. Mais Je me permets allez-y, ouais. Je me permets de reprendre juste la parole. En fait, dites-vous que Habitage forme vraiment des porteurs de projets ou même des structures dans toute la France. Aujourd'hui, elles proposent des formations tous les ans en fait pour plusieurs groupes. Et après, ça va vraiment dans toute la France. Donc, c'est vrai qu'il faut, je pense, trouver la structure qui serait intéressée pour porter et pour pouvoir mener ce projet. Mais nous, par exemple, dans l'association, on est bénévole, on n'a pas de salariés. Mais en tant que bénévole, on a envie de monter ça sur notre territoire. Et à côté de ça, il y a des structures où là, c'est un professionnel d'un CCAS qui va venir parce que sa structure souhaite mener ce projet sur son territoire. Il y a vraiment des profils complètement variés. Et tous les ans, elles font des candidatures pour pouvoir postuler aux formations. D'accord. Et elles donnent vraiment tout le support, elles donnent tout ce qu'elles ont en fait pour que la personne puisse repartir. Et nous aujourd'hui, c'est Cécilia dans l'asso qui s'est formée et dès la 2026, elle peut mettre en place directement la formation. Tout à fait. Je te laisse repartager ton écran, Mélodie, parce que oui. Je vois le temps qui file. Je vous ai mis du coup les ressources que je vous nommais dans le chat. J'en ai profité. Et du coup, je vais repartager mon écran parce que je crois que j'ai perdu le partage. Voilà.
Et l'idée là, c'était juste en vous donner quelques exemples à la fin de tout ce que je vous ai nommé, mais donc, que j'ai pris plutôt par porteur de projet. Mais par exemple, là, vous avez l'exemple d'une résidence intergénérationnelle, un projet qui est porté par Habitat et Humanis. Donc justement, c'était aussi, il y a beaucoup de rénovation en fait de bâtiments dans les projets aujourd'hui d'habitat intermédiaire, inclusif, alternatif. Enfin voilà, il y a tous ces termes. Et donc là, par exemple, c'est la rénovation d'un bâtiment, donc c'était la congrégation des Sœurs de Saint-François d'Assise. Donc c'est situé à Nantes. Je vous ai mis aussi la localisation et le contact de la directrice d'Habitat Humanis qui est en charge de ce projet. Mais du coup, l'idée, c'est vraiment donc, à la fois de réhabiliter et d'implanter un nouveau lieu de vie. Donc, il y a 29 logements à destination à la fois de personnes âgées, enfin de personnes isolées et vulnérables, d'âge et de situations variées, tout à faible ressource parce qu'il y a aussi l'enjeu de l'accessibilité du logement. Et donc, par exemple, enfin, voilà, on parlait des personnes âgées, mais quand on a habité dans une maison depuis 30 ans, on n'a pas forcément en tête que les loyers aujourd'hui, c'est les prix qu'on nous propose. Enfin, voilà, il y a aussi la question de l'accessibilité. Donc, il y a 16 logements pour des jeunes de 18 à 30 ans, 6 logements pour des personnes âgées de plus de 65 ans et 7 logements pour des adultes entre 30 et 65 ans. Et il y a aussi l'idée d'avoir des espaces de vie communs, un jardin aménagé et aussi du coup des activités pour créer du lien entre les habitants. Mais l'idée, c'est aussi d'avoir un projet de vivre ensemble en ville, du coup, favorisant les liens sociaux, l'entraide, l'échange d'expériences. Et je vous invite du coup, à aller regarder enfin, de manière plus approfondie ces projets. Je vous ai mis que quelques éléments, mais c'était des exemples que je voulais vous donner aussi. Là, du coup, je vous ai mis aussi un projet. Donc là, c'est vraiment fléché que seniors. Mais du coup, c'est un projet qui est porté par les Petits Frères des Pauvres. La demeure du parc, donc en fait, elle est ouverte depuis 1990, donc ça fait un petit moment qu'elle existe. Mais l'idée, c'était que ça soit un lieu de vivre ensemble, permettant du coup à des personnes âgées ou en situation de handicap, donc c'est à partir de 50 ans, d'accéder à un logement autonome avec des moments de partage collectif, que ce soit les repas et des animations pour éviter justement les situations d'isolement. Donc, dans ces lieux, il y a toujours une animatrice en fait du lieu qui permet justement de faire vivre ce projet. Donc voilà, c'est aussi assurer la mise en place médico-sociale nécessaire et répondre aux projets de vie des personnes. Donc voilà, je vous ai mis un peu les. Il y a donc c'est plutôt des petites typologies, comme vous avez nommé, 11 appartements T2 de 50 mètres carrés, des espaces de vie communs et puis une terrasse. Et donc là, c'est pareil, c'est un projet à Nantes. Je suis désolée, je vous ai mis beaucoup de projets qui étaient à Nantes. Et après, le dernier, donc ça, c'est un projet d'habitat participatif. En fait, c'est un projet qui est du coup porté par la COP Logiste et accompagné par une structure justement qui est spécialisée dans l'habitat participatif, Courtoisie urbaine. Et du coup, c'est situé donc dans le quartier Bautière-Pinsec à Nantes. Donc l'idée, justement, c'est un projet collectif où c'est les habitants qui sont aussi qui décident en fait vers enfin, leur projet d'habitat et de collectif. Donc, c'est environ 15 à 20 logements en bail réel solidaire qui permettent justement l'accession à la propriété à prix maîtrisé. Les habitants, du coup, conçoivent leur logement, définissent justement leurs espaces communs et les usages, et puis aussi des espaces partagés, donc avec l'idée souvent de mutualiser, d'avoir des salles communes, une buanderie, une terrasse, un jardin et des locales à vélo. L'objectif, c'est vraiment de favoriser la mixité sociale et générationnelle et le vivre ensemble. Voilà, et l'ancrage aussi local. Et donc, ça s'inscrit justement dans une dynamique de renouvellement urbain du quartier prioritaire de la ville Bautière-Pinsec, en lien du coup avec les bailleurs sociaux et la collectivité. C'est le seul exemple que j'ai trouvé en quartier prioritaire de la ville, puisque j'en ai pas trouvé d'autres. Enfin, j'en avais pas à ma connaissance en tout cas. Ouais, en effet. Alors après, peut-être que justement des personnes vont pouvoir en rajouter. Moi, j'en ai d'autres, mais hors Pays de la Loire. Mais Ok, oui, c'est ça. J'en avais beaucoup en Bretagne, mais. Madame Robion, vous vouliez intervenir par rapport à ça? Oui, juste, il y en a à venir, et notamment toujours sur Bautière, un projet en intergénérationnel qui arrive sur le quartier. Donc,
Et il y a sur Bellevue aussi une résidence senior qui arrive horizon 2028 de mémoire. Donc Ok, il y a des ouais, choses, on pourra qui vont alimenter si arriver, ouais. besoin. Voilà. Oui, en ouvert, j'en ai pas trouvé beaucoup, mais je sais qu'il y en a beaucoup aussi en progrès. Euh, et voilà. Et du coup, en guise de conclusion, justement, je vous ai mis un peu les éléments que j'ai trouvés dans le dernier rapport de la CNSA, puisque justement, comme on disait, l'aide à la vie partagée avait été un peu gelé en 2025 et donc il y avait des réflexions qui s'étaient engagées aussi sur finalement comment on va au-delà de l'habitat inclusif. Mais du coup, le Conseil de la CNSA a publié donc en 2025 plusieurs propositions pour structurer l'habitat inclusif, puisque il y a énormément d'enjeux aujourd'hui pour pérenniser justement l'aide à la vie partagée, former et reconnaître les coordinateurs de la vie sociale. En fait, l'AVP finance justement ces métiers-là, animateurs de la vie sociale ou coordinateur de la vie sociale, soutenir du coup la mixité et la diversité des modèles, puisqu'en fait, il y a le champ des possibles et il n'y a aucun projet qui se ressemble. Et c'est vraiment une dynamique aussi collective. Donc, un projet qui marche à un endroit ne va pas forcément marcher à un autre endroit. Euh, donc, euh, donc voilà, et accompagner aussi donc, les porteurs de projets via un guichet unique régional. C'est dans leur proposition justement de ce rapport-là, renforcer la gouvernance et les observatoires régionaux. Aujourd'hui, justement, moi, j'ai en tête un peu les projets en cours dans les différents départements. Mais voilà, il y en a peu qui sont ouverts, par exemple, sur la Sarthe et la Mayenne. Donc, il n'y a pas encore de cartographie, pardon, disponible, puisque le volume ne permet pas de cartographier euh, les projets, mais 2025 était justement une année où chaque département faisait ce travail de recensement pour donner de la visibilité à ces habitats inclusifs et alternatifs au-delà de l'AVP. Donc, il y avait aussi promouvoir la citoyenneté et le droit au choix du mode d'habiter, donc toujours rester acteur de son parcours résidentiel. Et donc, justement, dans ce rapport-là, donc à l'échelle plutôt nationale, ils estiment à environ 280 000 personnes qui vivent dans des formes d'habitat inclusif ou intermédiaires. Mais en fonction justement des futurs besoins, il y aurait besoin d'avoir près de 500 000 d'ici 25 ans pour répondre aux besoins liés au vieillissement et au handicap. Donc, ils appellent à multiplier par 8 le rythme de création actuel des habitats inclusifs. Donc, en fait, l'habitat inclusif, donc l'habitat et le vieillissement, c'est un sujet qui est transversal puisque c'est à la fois réfléchir au logement, à la santé, à l'urbanisme, à la cohésion sociale. Et donc, les collectivités locales, elles ont un rôle déterminant dans la coordination et justement le soutien financier et l'accompagnement des initiatives localement, puisque ça marche en général, un projet marche si la collectivité a facilité en fait son implantation. Euh, voilà, et du coup, pour aller plus loin, puisque je ne pouvais pas vous donner énormément d'éléments, mais du coup, je vous ai mis des ressources. Donc, vous avez, comme je vous disais, l'association API qui a développé une cartographie collaborative euh, et qui donne du coup des exemples d'habitats. Donc, API, c'est accompagner, partager et insérer. Donc, voilà, en fait, je vous ai mis un peu l'image, mais du coup, vous avez en fonction du public, en fonction de s'ils bénéficient de l'AVP ou pas de l'AVP, s'ils sont ouverts, non ouverts. Et en fait, c'est un travail collaboratif. Donc, vous pouvez vous recenser vous-même en tant que porteur de projet pour alimenter cette carte. Et donc après, vous avez aussi là plutôt la Loire-Atlantique a développé beaucoup d'outils autour de ces questions d'habitat inclusif. Donc il y a une cartographie qui existe sur les sites du département Loire-Atlantique, mais vous l'avez aussi en Maine-et-Loire. Et je n'ai pas encore regardé si elle était disponible sur les autres départements, mais je sais que fin 2024, c'était pas le cas. Donc peut-être 2025 a donné lieu à ces cartographies. Vous avez aussi le laboratoire Habitat Inclusif des Écosoli qui a développé un outil d'auto-formation qui permet justement à destination des porteurs de projets, des collectivités et des personnes âgées ou en situation de handicap de s'auto-former en fait à l'habitat inclusif. Et après, vous avez aussi le guide SINA qui vient de sortir Tous pour un toit pour tous sur le mal logement et qui s'est interrogé justement à toutes ces nouvelles formes
d'habitat. Donc, c'est plutôt une initiative de promoteurs immobiliers qui s'est dit, bah voilà, il faut qu'on réfléchisse ensemble à comment répondre aux besoins de logement des différentes catégories de la population pour justement favoriser une autonomie, un sentiment de sécurité et de se sentir bien chez soi. Voilà ce que je voulais vous partager. Hop. Merci beaucoup, Mélodie. Alors, tu as présenté en dernière ressource les cartographies qui existaient. Il y a une question de Madame Le Breton qui se demandait si il y avait un endroit, organisme, site internet où l'on pouvait identifier ou trouver les futurs projets à venir, donc qui sont planifiés sur les années à venir, 2027-2028, notamment Pays de la Loire. Justement, mince, comment dire, le lien que je vous ai mis sur, mais je vais vous le mettre directement parce qu'elle est sur ma présentation. En fait, vous avez aussi les projets en cours qui ne sont pas encore ouverts. Vous avez aussi, par exemple, sur les habitats participatifs. Habitat Participatif France a une cartographie qui permet de voir aussi où sont les initiatives de projets en cours qui sont ouverts, non ouverts, les groupes d'habitants, etc. Donc ça, c'est des ressources qui existent et qui permettent de voir si à proximité de chez vous, il y a des projets qui sont en cours de réflexion. Hop, je vous ouvre ça. Et nous, justement, avec Carthage, on va essayer du coup de donner de la visibilité aussi à ces projets. C'est un travail qui est en cours pour les cartographies justement à l'échelle des Pays de la Loire. Je remettrai tous les liens également. Je transmettrai la présentation de Mélodie et puis je vous ajouterai les liens qui ont été mis sur le chat. Il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interventions avant que nous nous quittions? Merci en tout cas, Mélodie. C'était très intéressant et riche. C'était pas trop rapide. N'hésitez pas. N'hésitez pas, oui, si vous avez des questions, des remarques, des retours, d'expériences aussi. Mais en tout cas, merci pour votre attention, justement. Et c'est un sujet qu'on prend aussi à bras le corps. Il y a encore pas mal de choses à faire. Est-ce que, moi j'ai une question, est-ce que vous travaillez beaucoup en lien avec le réseau Ville Amie des Aînés au Gérontopoles? Parce que justement, eux, leur mission, c'est d'accompagner les collectivités dans cette prise en charge du vieillissement, notamment dans leurs différentes politiques publiques. Et vous avez j'imagine que vous avez un partenariat. Oui, alors le réseau francophone Villamidé, donc on est adhérent mutuel de nos deux structures et en fait on est référencé, à titre individuel. Donc moi je suis référencée par le réseau Villamidé des aînés pour accompagner des territoires dans leur démarche de labellisation, que ce soit village ou ville amie des aînés, puisqu'aujourd'hui il y a un label village pour les collectivités de moins de 3000 habitants. Et donc, justement, dans les thématiques, il y a 8 thématiques. La thématique de l'habitat, par exemple, souvent, la première action qui ressort des plans d'action qu'on a pu faire avec les territoires, c'est justement déployer ces ateliers avancés en âge et penser son habitat de demain. Dernièrement, on a accompagné Sainte-Luce qui, du coup, a mis en place ces ateliers-là avec l'Okiora. On a accompagné Chauvet à la labellisation Village Ami des aînés. Donc, c'est justement, c'est dans les premières actions qu'on conseille aux collectivités en disant, au lieu de faire ils sont souvent sollicités, on va dire, par des porteurs de projets en disant, voilà, j'ai un projet d'habitat, participatif, inclusif, voilà, plein de formes d'habitat. Et je dis, la première étape, c'est d'identifier le besoin de vos habitants. Donc, il y a cet enjeu-là. Souvent, ça passe soit par des questionnaires, soit par ces ateliers-là. Mais du coup, c'est tout un travail qui est fait dans le cadre des plans d'action Ville Amie des aînés et des caps longévité, nous, qu'on fait aussi pour des territoires qui ne sont pas forcément adhérents du réseau Ville Amie des aînés. D'accord. Merci, Mélodie. Moi, j'avais juste une remarque par rapport
à l'accompagnement du parcours résidentiel. Donc, c'est vrai que les communes vont devoir avoir une certaine sobriété foncière, hein, moins construire dans les années à venir. Là, vous indiquez que la formation, en effet, c'est plutôt cibler les jeunes seniors. Donc, est-ce que là, du coup, on ne va pas être en difficulté puisque nos aînés sont pas sensibilisés à la cause, mais pour autant, c'est eux qui occupent les maisons avec du coup un taux d'occupation qui est faible puisque du coup, ils sont seuls dans des grandes maisons. Et les seniors qu'on arrivera à convaincre, ils arriveront à l'âge d'être très âgés, peut-être avec cette façon de voir, cette façon d'habiter autrement dans 15 ans. Du coup, comment on peut faire dans l'espace-temps des 10 prochaines années? Alors, dans les ateliers avancés en âge, c'est pas forcément que des jeunes seniors. Vous avez comment dire, tout âge. La difficulté, oui, c'est par exemple quand on a des personnes qui ont déjà plus de 80 ans, ils disent, bah oui, mais moi, en fait, comment je participe à un groupe d'habitants à la réflexion d'un projet si, en fait, ça se trouve, dans 10 ans, ça correspondra plus à mon besoin. Et c'est la difficulté qui se passe, par exemple, sur des territoires, puisque en moyenne, le temps long du projet, c'est 7 ans, enfin, entre le moment de l'idée et l'ouverture du projet. Enfin voilà, où il y a l'aménagement. Donc des fois, ça a été pensé avec un groupe d'habitants qui finalement n'est plus là ou ça ne correspond plus à leurs besoins. Donc par exemple, on avait fait venir dans l'école Abinov Habitat Alternatif des habitants âgés et qui disaient, bah nous, on a pu le faire parce qu'on était jeunes seniors et que bah, du coup, toutes les réunions, tout ça, c'était assez chronophage. Donc, mais il disait, bah, si ça arrivait maintenant avec notre état physique de santé aujourd'hui, on serait plus en capacité de faire tout ce qu'on a fait depuis 10 ans. Donc, c'est plus pour l'énergie que ça procure. Mais après, sur les projets qui sont déjà ouverts, on peut facilement du coup accueillir des personnes qui sont déjà en perte d'autonomie. C'est si on veut plutôt participer à la création d'un projet, ça va être, faut l'anticiper un maximum. Mais si le projet est déjà ouvert, ça va être plus facilitant, enfin, ben, avec les visites, etc. Et moi, j'entends régulièrement des personnes qui ont déménagé. Quand je leur demande, bah, est-ce que vous l'avez choisi, souvent c'est, bah non, c'est un rapprochement familial. J'ai chuté à domicile, j'ai été hospitalisée, mes enfants ont décidé de mettre en résidence autonomie. Enfin voilà. Et donc ça, nous, c'est un discours qu'on veut plus entendre. En fait, on veut que les personnes, aient choisi et pas le subissent. Donc du coup, c'est des réflexions qu'on essaye d'impulser dans les familles, dans les collectivités pour que les personnes puissent choisir et pas subir ces changements. Donc après, il y a énormément de groupes de travail qui existent aujourd'hui. Je sais qu'il y a une réflexion à l'échelle de Nantes Métropole sur justement l'optimisation du tissu pavillonnaire. Les écosolis, comme je vous disais, le laboratoire Habitat Inclusif réfléchit là-dessus aussi. Donc voilà, on va essayer de développer des actions pour accélérer justement ce cheminement et et nous, c'est un projet aussi qu'on va potentiellement, qu'on essaye auquel on réfléchit là sur 2026, d'avoir un projet justement pour identifier les besoins des personnes âgées pour faciliter leur parcours résidentiel. D'accord, merci. Est-ce qu'on peut prendre une dernière question, Mélodie, tu veux bien? Oui. De Madame Bréheret. Elle demande si les habitats inclusifs sont principalement à destination des personnes à faibles ressources. Elle dit qu'elle a l'impression que c'est un peu le cas, mais l'isolement des personnes âgées peut concerner toutes les personnes. Tout à fait. Alors, c'est que l'habitat inclusif, il y a quand même, c'est plus accessible, par exemple, que d'autres formes d'habitat qui peut exister aujourd'hui. Mais il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de plafond de ressources comment dire, de minimum, comment dire, plafond oui, de ressources, oui, voilà, de c'est plafond de ressources, c'est ça qu'il y avait un mot. D'accord. Bon, eh bien, écoute, on a tenu un parfait timing. Merci, Mélodie. Et puis, merci parce que les échanges étaient riches. Je vous ferai part du lien replay quand ça sera disponible. Et puis,
également la suite de notre visio. Je vais vous envoyer les ressources de Mélodie et puis sa présentation que tu as utilisée au cours du webinaire. Alors, juste, Madame Robion indique que les projets d'habitat inclusif, le ceux fonds qui social, sont portés par des bailleurs, pour le coup. Ouais, sont soumis au plafond HLM. Et voilà, encore un grand merci, Mélodie. Et, de rien. à Merci à bientôt. tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.